Vitesse, bonjour et merci de nous accorder cet entretien dans le cadre du séminaire de la NAT que nous consacrons cette année aux souliers de satin. Jeanne Vitesse, vous êtes comédienne, marionnettiste, metteur en scène et engagée aussi dans l'éducation artistique puisque vous avez été intervenante dans des options théâtre de lycée, au théâtre Manu, à l'Aria, etc. Vous avez joué avec Philippe Mignana, Alain Mousset, Bernard Sobel, Alain Baptiste, Robert Carsen. En marionnette, à Fille, Laguenne ou Bounrakou, vous avez joué avec Pierre Blaise, Grégoire Caille, Macha Makayev, Éloi Recoin, Daniel Soulier. Et en 1987... Grégoire Caille quand même aussi. Vous l'avez dit? Je crois l'avoir dit. Ah pardon, excusez-moi. Et en 1987, vous avez joué dans Le Soulier de Satin, qu'Antoine Vitesse, votre père, mettait en scène au Festival d'Avignon. Alors dans ce projet, on peut dire qu'il y avait 3 types d'acteurs. Ceux qui occupaient une partition unique, ceux qui tenaient plusieurs rôles et apparaissaient de loin en loin au cours des journées, et puis vous, qui intervenez tout au long de la pièce et qui veniez d'une certaine façon rythmer le spectacle. J'ai recensé pas moins d'une quinzaine de postes sur les 4 journées. La pauvre fille, la charmille, la vierge, une fille d'auberge, celle qui accompagne les répressibles, l'ombre double, une nymphe, la loge, la servante, la bouchère, la jeune religieuse et l'harmonium, sur une musique de Georges Aperghis qui nappe l'ensemble du spectacle. Vous êtes probablement de tous les acteurs distribués, celle qui connaît le mieux le soulier, puisque contrairement à d'autres, vous n'aviez pas d'espace vide, pas de temps mort. Vous avez déjà évoqué cette déception de ne pas avoir eu un grand rôle dans ce projet, et en même temps, cette distribution un peu douloureuse était compensée, dites-vous, par un travail délicieux et une fierté à être distribuée de cette façon à la fois multiple et structurante. Est-ce que vous aviez le sentiment de vous balader sur le plateau, un peu comme quand enfant vous alliez toucher les marionnettes d'Alain Recoin derrière le castelet du Vieux Colombier, ou est-ce que cette mission correspondait à votre attirance spontanée pour la régie, la technique, les machinistes, les travailleurs de plateau? Alors c'est un peu les deux. C'est un peu les deux, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup, je pense que c'est mon côté marionnettiste qui fait qu'effectivement j'aime beaucoup les régies bien faites et les circulations précises, ça me plaît beaucoup. Sinon c'est un peu les deux, il y a aussi de ça, il y a aussi de la promenade. Quand mes parents jouaient autrefois, moi j'attendais en coulisses parfois, je faisais mes devoirs dans les loges. Puis quand j'avais fini mes devoirs, je me promenais dans le théâtre, toute seule, j'étais toute seule. Et donc voilà, c'est un petit peu les deux. Alors, pour tous ces multiples rôles, la base quand même, c'est la pauvre fille, en fait. D'accord. C'est ce que Antoine nous avait proposé à Pierre et à moi, Pierre Vial, parce que on n'est pas vraiment des jokers, mais enfin, parce que bon, c'est un peu un mot, pas un très joli mot, mais il nous avait parlé au tout début de la strada. Voilà, hein, voilà. C'est ça l'idée. Zampano, c'est ça, et je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, Gelso. Et donc c'est ça, la base. Donc je suis avec ce vieux monsieur qui m'a recueilli et il me maltraite. Voilà, ça. Donc au début, voilà, ça se voit. Les 2 scènes principales où on est vraiment ensemble comme ça, c'est au début de la première journée, au début de la deuxième journée, je l'accompagne, il me maltraite un petit peu, il me donne des ordres, il me chasse, il me rappelle. Voilà. Et donc c'est ça la base du travail. J'avais un costume un petit peu différent des autres costumes de la pièce, c'est-à-dire que j'avais ce costume avec ce corset avec des étoiles, un costume un peu de cirque comme ça. Hein. Et en fait ensuite pour chaque personnage que je composais, je faisais un peu ce que je voulais avec mes jupons. J'avais plusieurs jupons, alors j'enlevais un jupon, je le mettais un peu en panier des 2 côtés, je gardais un seul, j'en mettais 2, j'en mettais 3, voilà, je me faisais ma petite régie costume à moi, que je proposais, et comme on m'a jamais rien dit, j'ai gardé ma petite régie de costume. Voilà.
excepté pour la Sainte Vierge où j'avais un grand voile de Sainte Vierge. Voilà, voilà, c'est ça. Et sinon, excepté, pardon, pas excepté, mais en plus de ce sentiment de se promener et de faire de la régie, il y avait peut-être un sentiment, maintenant que j'y réfléchis, de sorte d'ange gardien, bien qu'il y ait un ange gardien dans la pièce, évidemment, mais moi j'étais une sorte de petit, je sais pas, de petit personnage, de petit ange gardien, de petit, je sais pas, de petits feux follets, dans les Ardennes on dit les mutons, des petits génies comme ça, des petites choses qui se promènent, ça, tout le temps. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Si, merci. Bah, si, en plus, si on prend le fil de la Strada, Gesolmina, c'est aussi celle qui a contact avec, avec le fantastique, c'est celle qui a contact avec les étoiles, c'est elle qui est de plein pied finalement avec une forme de miracle, enfin de miracle permanent quand même. Voilà, et cette pauvre fille, effectivement, que je faisais, voilà, elle fait tout, effectivement. D'un seul coup, elle est la Sainte Vierge, effectivement, et puis après, elle dit rien, mais elle apporte un canon sur le plateau, et puis elle tourne, et puis elle va jouer de l'harmonium derrière, comme ça, elle a en fait, elle a des lubies, des illuminations, elle est traversée de tout un tas de choses que je me laissais traverser, hein. Je ne me disais pas, là je vais jouer la fille qui est traversée, hein. Pas tellement ma façon de travailler, mais voilà, je laissais aller comme ça, et oui, le mot illumination, c'est pas mal. Elle a des choses comme ça qui l'envahissent. Alors, Antoine Vitez, il proposait, on le sait, des espèces de petits scénarios affectifs comme ça aux acteurs. Par exemple, cette histoire de Fellini pour la pauvre fille, ou cette histoire de deux petites filles qui jouent dans un grenier l'après-midi, le jeudi, et qui vont petit à petit construire la scène de la bouchère et de cette épée. Est-ce que Antoine Vitez travaillait de façon spécifique en convoquant l'enfance comme ça avec vous, ou est-ce qu'il lui arrivait aussi d'avoir ces détours avec les autres comédiens? Ah oui, non, il avait ces détours-là avec les autres comédiens. Je ne pense pas que l'histoire de l'enfance, c'était parce que je suis sa fille, je ne crois pas. On a pas mal cherché sur cette scène, surtout la première scène, la toute première scène de la bouchère et de Marie des Sept Épées. On avait pas mal cherché avec lui, Valérie naturellement, et moi, et d'un coup ça lui était venu, voilà, finalement vous êtes deux petites filles, un jeudi après-midi, parce qu'il convoquait autrefois quand c'était jeudi, un jeudi après-midi de pluie. Elles s'ennuient, elles ne savent pas quoi faire, et puis elles vont dans le grenier, et puis d'un seul coup, voilà, Et ce que je trouve très beau, c'est que ça pourrait être l'histoire du soulier de satin, parce que c'est la façon aussi dont les choses se construisent. Oui, on a l'impression que depuis la coulisse, on arrive d'un grenier, et on amène un accessoire. Voilà, on sort des choses, il n'y en a pas beaucoup des accessoires, hein, mais il y en a, puis il y avait derrière le plateau une sorte de fatras à ranger, naturellement, mais il y avait des escaliers, enfin, ça ressemble effectivement à un grenier ou un atelier dans lequel on se dit, tiens, on va tirer cet escalier-là, voilà, à un moment donné, il y a l'ange gardien qui s'installe tout en haut, ça donne lieu de ciel, ces escaliers qui étaient derrière. Oui, oui, c'est ça, c'est toujours C'était souvent avec Antoine, j'ai l'impression, un grenier, un jeudi après-midi de pluie. Bon, après... On pourra me dire que c'est plus que ça, et c'est aussi plus que ça naturellement, mais c'était souvent ça. C'était drôle et très, très agréable. Hein. Très agréable. Et donc, en plus de... Enfin, les personnages que vous incarnez tout au long du spectacle, ce sont aussi ceux qui accompagnent
les différents personnages et qui crée quand même un rapport tout à fait privilégié quand même avec chacun des grandes figures de Soulier. Et qu'est-ce que vous pouvez nous évoquer par rapport à ce lien un peu privilégié que vous pouviez avoir avec chacun des personnages? Alors, un lien privilégié, je ne sais pas trop comment dire. Bon, j'intervenais effectivement tout le temps. Il y avait... Je ne sais pas comment répondre tout de suite à votre question. Je pense par exemple à la scène avec la charmille, quand même, où vous êtes véritablement complètement partie prenante dans la scène avec la charmille, puisque vous êtes avec Ludmilla derrière, oui, et que les déplacements de la charmille sont absolument, quand même travaillés ensemble. On s'est bien amusé avec Ludmilla, oui. De temps en temps, elle me disait « cache-moi plus », on se faisait notre petit truc dans la charmille. Il y avait d'autres scènes aussi où je lui apportais, dans la 3e journée, je lui apportais des coussins, je la coiffais. Oui, c'est vrai, voilà, il y avait des choses comme ça, mais sinon... privilégié, oui, avec Ludmilla, mais pas tant que ça. Alors, il y avait une sorte de... un lien privilégié, parce qu'il y a ma fille qui joue dans le Soulier de satin, qui joue à la fin de la 3e journée, Marie des 7 épées, enfant. Donc, effectivement, ça, c'était une sorte de... Il y avait un vertige quand même, puisqu'il y avait 3 générations quand même. Bien sûr. Il y avait mon père, il y avait moi et il y avait ma fille. Donc ça, je le sentais. Mais bon, ça ne ressortait pas sur mon jeu, mais il y avait quelque chose que je sentais, que je portais. Je portais quelque chose d'un... Parfois c'était léger, parfois c'était plus pesant, mais je portais ça effectivement et je la regardais tous les soirs. Alors dans la 3e journée, la dernière scène, vous savez, il y a tous les capitaines sur le plateau qui étaient joués par toute la troupe. Alors, on avait des masques, donc on n'était pas reconnaissable. Et donc je me mettais toujours, j'avais trouvé ma place tout de suite, je me mettais toujours le plus près d'elle. On était comme ça étalés sur le plateau, je me mettais le plus près d'elle. Et puis je la regardais, comme ça, je ne dis pas que je la surveillais, parce que de toute façon elle le jouait, elle faisait... Et je la regardais sur les genoux de Ludmilla, et ensuite les capitaines sont chassés par Rodrigue, hein, on s'en va, donc je descendais, j'allais jouer un petit peu d'harmonium en bas du plateau, et puis ensuite je me mettais sur le côté, et puis je regardais la scène jusqu'à la fin. Et... je crois que je pleurais à peu près à chaque fois quand elle disait par 3 fois « Mère, ne m'abandonne pas ». Ce qui était une drôle de chose quand même. Et si j'y réfléchis d'ailleurs, mon père il était taquin hein, parfois. Parce que entre le « Mère, ne m'abandonne pas » dit 3 fois et dans la première journée, je vous donne mon soulier aux grandes mamans effrayantes. La grande maman effrayante, c'est moi. Voilà, donc ça s'emboîtait un peu curieusement. Donc les liens privilégiés avec les personnages, il n'y en a pas. C'est pas tellement avec les personnages, mais c'est un lien privilégié avec quelque chose du cœur je sais pas, du cœur de l'œuvre ou du cœur de mon père lui-même, ou je sais pas exactement comment le dire, mais en tout cas c'est un spectacle moi qui m'a marqué profondément. Et votre fille, quel souvenir elle en a gardé de ce... Inoubliable, je crois. Inoubliable. Je ne sais pas si elle s'en est remise. Enfin bon, ça, je parle à sa place, c'est un peu exagéré peut-être, mais oui, je crois, oui, très, très, très inoubliable. Elle avait donc 9 ans. Et dans les intégrales à Avignon, par exemple,
Elle s'était faite très copine avec Anne Benoît, qui lui avait appris à jouer au 421. Et donc, elle était complètement à fond, complètement éblouie dans les coulisses. Elle jouait au 421 avec Anne Benoît jusqu'à vers 1h, 2h du matin. Là, il y avait le premier entracte. J'essayais d'aller la coucher quand même. Elle y allait un peu à reculons. Elle s'endormait quand même. Et puis après, 3 heures après, un petit peu avant, c'est pas le tout, mais il fallait la réveiller pour qu'elle aille jouer. À la fin de la 3e journée, qui se passait, je ne sais plus, vers 4h, 5h, enfin, oui, quelque chose comme ça. Donc on allait la réveiller, elle titubait un petit peu, puis ensuite, elle venait dire « Mère, ne m'abandonne pas ». Et voilà. C'était très, très étrange. Je crois qu'elle en a un très, très grand souvenir. Elle a joué à Chaillot aussi. Et non pas en alternance, comme ça se fait d'habitude avec les enfants, mais comme à Chaillot, c'était fractionné, il n'y avait pas que des intégrales. Donc en fait, elle n'était pas là tous les soirs. Donc en fait, c'est elle qui a joué tout Chaillot. Elle n'a pas fait les tournées. Elle n'a pas fait Bruxelles, mais elle est revenue à Bruxelles pour la captation. C'est curieux ce que vous dites avec Anne Benoît, parce que Anne Benoît, dans un des articles que j'ai pu lire quand elle parle de votre père, elle dit « C'est lui qui m'a appris à me libérer sur scène et à retrouver le plaisir de l'enfance. Et à jouer comme une petite fille. » Enfin, où elle explique que cette liberté-là, vraiment, cette liberté, c'est vraiment avec Antoine Vitesse qu'elle l'a trouvé et que ça l'a libérée d'un certain nombre de doutes qu'elle pouvait avoir sur sa façon de jouer. Parce qu'elle dit « Je ne suis pas une intellectuelle, moi, etc. » Et j'ai trouvé avec Antoine Vitesse le plaisir de jouer de cette façon-là. Et donc, on a l'impression que cette espèce d'enfance se prolongeait en coulisses également. Oui, enfin, Antoine le dit, hein, l'acteur n'est pas un intellectuel, hein, il le dit dans les conversations avec Émile Kopferman, oui, c'est ça. Et bon, je crois profondément, après on peut faire évidemment plein de théories sans doute plus intellectuelles sans doute que les miennes justement, mais moi je crois profondément que mon père faisait du théâtre, pour ainsi dire, pour ne pas mourir, c'est-à-dire pour être dans le... J'ai compris ça assez récemment. Pour être dans l'enfance et dans le jeu, parce que son enfance dans sa famille était un peu particulière, compliquée. Enfin, je ne suis pas en train de dire que c'est un enfant martyr, hein, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout ça, mais c'était un petit peu compliqué, et je pense que c'était sa façon de pouvoir surmonter des choses compliquées à vivre. Et j'ai toujours l'impression, moi, qu'il a fait du théâtre de salle à manger, entre guillemets, parce qu'il faisait ça quand il était petit, paraît-il. C'est ma grand-mère qui me l'a raconté. Il mettait ses parents à la porte. De toute façon, ses parents travaillaient dans l'atelier de photographie. Et donc, il était seul dans la salle à manger. Il n'y avait pas de salon chez mes grands-parents, parce que les salons, c'est bourgeois. Il n'y avait pas de salon, pas de fauteuil. Et c'était inconfortable. C'était très joliment arrangé. Il y avait beaucoup de goût, mais c'était inconfortable chez mes grands-parents, parce que si on s'avachit, c'est bourgeois. Donc, il y avait une salle à manger avec des très jolis meubles, mais c'était des meubles aux lignes assez raides. Et donc, il faisait des mises en scène dans la salle à manger. Il poussait, il renversait les chaises, voilà. Et il faisait souvent comme ça du théâtre dans la salle à manger. Et vous remarquerez qu'il y a dans les mises en scène d'Antoine
très peu de choses molles en réalité, voire pas du tout. Enfin, ce n'est pas confortable. Ce n'est jamais confortable. On est toujours debout ou assis par terre ou assis sur une chaise. Dans les Molières, il y a une chaise là. Mais et oui, et donc l'enfance, il avait besoin des jeux de l'enfance, lui, et pour ne pas être dans la vraie vie, je pense. D'ailleurs, quand Didier Sandre était épuisé par son jeu, il lui disait très souvent, je crois l'avoir lu à plusieurs reprises, n'oublie pas, Didier, que c'est du théâtre de chambre, que Claudel, c'est du théâtre de chambre. Bon, alors, ou du théâtre de salle à manger, mais en tout cas, ne pas perdre de vue qu'on fait tout ça dans un espace réduit qui probablement renvoie à cette enfance, à ce grenier, enfin à ces choses à la fois très, très lointaines et en même temps finalement très accessibles par leur caractère miniature. Ben, oui, et puis il le dit aussi, hein, il me semble, au début du Soulier de satin, dans la présentation, il le dit, c'est-à-dire que le monde entier ne peut être représenté que par une petite chose, sinon... Donc oui. Alors ce fil biographique que vous venez de tisser, il semble quand même avoir aussi irrigué d'une certaine façon l'équipe des autres acteurs. Comme si finalement, cette équipe qui était quand même le cœur des acteurs d'Antoine Vitesse, car si on examine la distribution, on se rend compte que peut-être à l'exception de Fontana, finalement, ce sont des acteurs avec lesquels Vitesse a toujours joué finalement, avant ou après. Fontana. Ben, c'est le seul qui ne fait pas partie. Les oui, acteurs, oui, je veux dire, pardon, parmi les acteurs fétiches, peut-être celui-là ou un autre, Durand peut-être, enfin voilà, 2-3 acteurs qui ne faisaient pas partie de cette équipe-là. À l'exception de cela, on a l'impression d'une équipe qui finalement a été constamment une famille finalement. Et j'ai le sentiment, lorsque on fait parler tous ces acteurs-là, puisqu'on a eu la chance de pouvoir les contacter, on a l'impression qu'eux aussi parlent de quelque chose qui ressemble à l'enfance de l'acteur. Et à cette époque où on se fait une communauté d'amis, une communauté de copains, une espèce de coterie, comme si ce travail initiatique vous avez soudé un petit peu pour la vie, quoi. Ben oui, nous sommes liés, effectivement, nous sommes liés par quelque chose, même si on ne se voit pas ou plus. Pas parce qu'on est fâché, hein, et tout ça, mais nous sommes liés, et je sais, j'ai remarqué quelque chose, c'est-à-dire que quand je vais au théâtre principalement, et que je rencontre des camarades qui étaient dans le Soulier de satin, c'est tout à fait malgré moi, en fait, je les compte, je nous compte et je me dis, ah ben tiens, là, ce soir, nous sommes 3, ce soir, nous sommes 5, Soulier de satin. Et je crois que je ne suis pas la seule à le faire. D'autant qu'on a interrogé Robert Renucci récemment, qui nous a dit que cette expérience de l'ARIA en 2000 et 2001, c'était aussi une envie de reconstituer cette expérience, même si vous n'étiez pas au complet. En y incluant d'autres personnes. Voilà, effectivement, quand Pierre Vial a remonté le Soulier de satin à la demande de Robin, oui, en 2000 et en 2001, effectivement, tout le monde ne pouvait pas ou n'avait pas envie de revenir, c'est selon, mais Pierre a tout remonté, on a tout remonté en incluant les stagiaires, effectivement. Et c'était super, ça. Et moi, ce qui m'avait beaucoup étonné, c'était que les stagiaires nous regardaient un peu, comme vous le dites parfois, Isabelle, comme des morceaux de la vraie croix. Et ça m'amusait beaucoup parce que je n'ai pas du tout l'impression que je suis impressionnante. Avec Lisa Catrou et Anne Benoît, je n'ai pas l'impression qu'on soit très impressionnante.
on rigolait comme des bossus et on faisait que des bêtises. Mais, à part dans le jeu, mais ils avaient l'impression, ils étaient très impressionnés, ces stagiaires, devant nous, et ça m'avait étonné. Oui. Oui. Bah, ça reste quand même un spectacle mythique. Hein. Oui, Vraiment, le soulier de satin, c'est quand même un grand mythe. Je pense à la fois... c'est une sorte de monstre, hein, presque. Parfois, je le pense comme une sorte de monstre. Un beau monstre, hein, mais comme un monstre. Ah bah, si on prend le sens presque étymologique du prodige, véritablement, de ce qui sort complètement de l'ordinaire, c'est effectivement un monstre, ça c'est certain. Mais je pense quand même que c'est quand même un moment absolument... c'est quand même un moment absolument unique. Et je me dis quand même, puisque je l'ai vu à Avignon, je me dis c'est pas qu'une question de longueur. C'est-à-dire qu'on dit souvent parce que ça a été la nuit, parce que ça a été etc. Et je pense pas que ça soit véritablement l'explication. C'est aussi quand même ce que ça raconte. Enfin, je pense qu'il y avait autre chose de... Il y a une dimension, qu'on soit croyant ou pas croyant, d'ailleurs je ne sais même pas qui dans la troupe était croyant ou pas croyant en fait. Ça ne m'a jamais effleuré l'esprit de le demander ou de le savoir. Mais quand même, j'ai l'impression que ça nous a rendus d'une certaine façon croyants. Croyants en je ne sais quoi, hein, mais moi-même, ça m'a rendue croyante. Je ne sais pas non plus. Mais enfin, il y avait cette dimension, cette histoire d'amour totalement cosmique et ce dialogue... avec les cieux, avec les étoiles, avec cette problématique de la joie. Moi, ça me met par terre à chaque fois. Hein. Je ne sais pas si je comprends exactement, je comprends quelque chose. J'ai l'impression que sans doute on doit être assez peu à tout comprendre, parce que c'est quand même... vraiment, c'est très, comment dire, très profond, enfin très... Mais même quand on ne comprend pas, on comprend, j'ai l'impression. Et moi, c'est ce que ça me fait, et c'est pour ça que je dis que ça rend croyant. Parce qu'il se passe quelque chose quand on ne refuse pas, bon, il y a sans doute des gens qui refusent et qui ont refusé et qui refuseront de voir Claudel, enfin, sans doute, hein, mais quand on ne refuse pas, en fait, il se passe quelque chose quand même. En tout cas, il se passait quelque chose apparemment dans le public aussi. Hein, puisque les saluts, apparemment, étaient absolument légendaires. Donc il y avait une messe quand même qui avait été dite d'une manière ou d'une autre. Oui, une Thémissa est, absolument. Oui, les gardiens à Avignon, les gardiens qui commençaient les visites à 9h, ils s'impatientaient. Bon, allez. Oui, parce que les gens ne voulaient pas quitter. Non, les gens ne partaient pas, ils étaient dans la salle. Donc, et justement, quel effet ça faisait de terminer véritablement le soulier, puisque c'est vous qui avez la dernière parole véritablement du soulier. Ben c'est moi qui ai la première, et c'est moi qui ai la dernière en plus. Parce que j'arrive en chantant une petite chanson en portugais et je termine en latin. Non, mais voilà, ça me plaisait bien, ça, de faire... c'est un peu comme les figures de proue qui encadraient le plateau. Hein. Moi, j'étais une mini figure de proue. C'était bien, ça. Oui, j'aimais bien ça. C'était drôle. Et puis, sur cette longueur, comme ça, je me souviens qu'on terminait, donc on commençait avec le jour, on terminait avec le jour.
Bon, après, il y a eu les spectacles en salle, mais j'ai l'impression qu'en salle, on avait toujours gardé ce quelque chose de l'extérieur. On a toujours gardé des souvenirs même sans le savoir, hein, mais je pense qu'on a gardé des souvenirs de température, d'odeurs qui changent, de lumière qui... Les oiseaux. Oui. On a gardé, je pense, dans la façon de s'adresser quelque chose d'atmosphérique ou de météorologique, j'ai l'impression. Et sur le temps, je sais que, pour un petit détail comme ça, privé, je passais mes vacances à 100 km de là. Enfin, je passais mes vacances. Oui, quand je ne jouais pas. Ma mère m'avait accompagnée un soir, parce qu'elle ne voulait pas que je conduise, parce que j'étais quand même assez fatiguée. Elle m'avait accompagnée un soir. Elle a regardé le début du spectacle, le tout début du spectacle. Elle est rentrée à 100 km par les petites routes, donc ça fait 2 heures de voiture quand même. Et donc elle est rentrée, elle s'est couchée, un peu tard, mais enfin, non. Elle a dormi, et puis elle s'est relevée, un peu tôt, mais enfin comme ça, voilà. Et puis elle est revenue, c'était pas terminé, et j'étais en train de dire sur le plateau, cette épée était en train de m'engueuler en me disant « Si tu es fatigué, je ne t'emmènerai plus avec moi. J'espère que tu n'es pas fatigué. » Courage, la bouchère. Courage, la bouchère, voilà. Et ma mère est arrivée dans les coulisses là-dessus, et elle s'est aperçue que pendant elle rentrait, qu'elle se couchait, qu'elle se relevait, qu'elle revenait, nous, on avait continué, et je crois qu'elle a fondu en larmes, elle m'avait raconté. Ouais.